Bienvenue dans le podcast Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance. Ce 5e épisode est un épisode un peu spécial puisque je vais le partager avec un intervenant, le premier, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de mon amoureux. Je l'ai fait venir pour parler de son site internet Fantastinet, dont il est le fondateur et webmaster et qui fête cette année son 20e anniversaire. Bonjour Alan. Bonjour. Donc je te présente, tu t'appelles Alan Dugipérou, tu fais partie de la team des Quadras, tu travailles dans le consulting d'accompagnement à la transformation digitale des entreprises, mais surtout tu es le fondateur du site internet Fantastinet qui est axé sur les littératures de l'imaginaire sur toutes leurs formes et où on peut retrouver également des interviews d'auteurs, d'illustrateurs ou de directeurs de maisons d'édition. Cette année, le site fête donc ses 20 ans. Il y a 20 ans, nous étions au tout début d'Internet. Le site s'est amélioré, perfectionné, s'est même professionnalisé. Mais même avant ça, comment en es-tu venu à vouloir créer ton propre site Internet ? À l'origine, j'avais pas réellement l'intention de créer un site internet. Je lisais des littératures d'imaginaire, des auteurs comme Stephen King, Asimov, des grands noms de ces littératures-là. Et j'ai eu l'occasion de contribuer à Atemporel, qui était un site dédié à ce qui était imaginaire. Je me suis dit, en même temps, que je vais permettre de découvrir des auteurs et des autrices français et françaises qui n'étaient pas forcément très représentés dans les presses habituelles. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à vouloir développer mon propre site. Il a d'abord été hébergé chez Free, avant de basculer à un format, alors sans aller dire jusqu'à un peu plus professionnel, sur un format un peu plus sérieux, en basculant sur fantastinet.com avec un hébergement propre. Et derrière, ce sont maintenant un peu plus de 5000 articles qui sont présents sur le site et 265 interviews, pour la plupart faites à distance. Oui, donc ça fait déjà une masse d'informations, en tout cas. Oui, beaucoup d'informations, beaucoup de partages, beaucoup d'articles qui vont parler d'auteurs qu'on connaît moins. Il y a aussi des articles évidemment sur les livres un peu plus connus, sur les titres un peu plus connus. Mais j'ai vraiment la volonté, au travers de Fantastinet, de faire découvrir le talent de nos auteurs-autrices françaises. Et tu te souviens pourquoi tu as choisi le nom Fantastinet ? Fantastique, Internet. Oui, bah voilà. Un manque d'imagination, certainement. Oh. Mais alors, quels sont les auteurs ou les livres qui t'ont particulièrement marqué ces dernières années ? As-tu des ouvrages que tu voudrais même recommander à des novices ou des personnes qui souhaiteraient découvrir les littératures de l'imaginaire ? Alors, c'est vrai que ces dernières années, c'est toujours difficile de dire ce qui marque en termes de lecture. Si je devais en retenir quelques-uns, je citerais L'espace d'un an de Becky Chambers, un livre de science-fiction un peu étrange, un peu original. Elle est contemporaine ? Elle est contemporaine, exactement. Donc il y a une suite, alors je me souviens plus les titres, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il y a Un long voyage aussi de Claire Duvivier du côté fantasy. Ces deux livres-là portent des regards différents sur les genres, sur la science-fiction et la fantasy. J'en citerai deux autres aussi, Les machines fantômes d'Olivier Paquet, que j'ai bien aimé par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle et l'impact sur notre présent. Et pour en citer un dernier, Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, pour la dimension historique et la mise en avant d'une femme forte dans l'histoire. Autrement, pour conseiller des titres réellement à des personnes qui découvriraient, je commencerai par dire que j'exclurais un peu certains titres qui sont complexes. Le Seigneur des Anneaux, on pense tout de suite au Seigneur des Anneaux quand on parle de fantasy. C'est un livre qui reste quand même dur à lire de mon point de vue, oui. Mais qui est passionnant. Il y a dur dans le sens où la langue est difficile. Dans le sens où il y a tout un monde politique, tout un système social qui est mis en place et que c'est pas forcément une littérature nécessairement distrayante dans l'immédiat. D'accord. Après, je pense qu'on va revenir sur des francophones. Je peux citer Heyerdahl avec Demain une oasis, un grand auteur, et je reste très marqué par celui-là qui remet les médecins au centre de leur métier, la médecine. Sujet d'actualité. Pierre Bordage, parce que Pierre Bordage, c'est un monstre aussi de notre littérature d'anthologie. Je pense au Feu de Dieu, avec tous les aspects écologiques et le repli sur soi. Les fans de vampires, parce qu'il y en a quelques-uns, oui. Citerai Morgane Cossarieux avec des vampires qui font saigner, qui sont violents, ou encore plus récemment Carne de Julia Roberts, pas forcément très connu, mais qui a ce côté aussi sympathique là. Et puis on en parlera, mais Catherine Dufour pour Quand les dieux buvaient, pour le côté décalé, le côté humoristique. Et Pierre Grimbert avec son cycle de fantaisie Sans aucun dragon. Voilà. Et puis c'est quoi le titre ? T'as un titre qui te vient en tête ?
Le cycle J. D'accord. Voilà, c'est le cycle J. Il y a 3 cycles en fait. Le cycle J étant le premier. Et puis après, voilà, c'est notre monde contemporain. On n'arrête pas d'en parler, mais avant de dire n'importe quoi sur ces monstres aussi de littérature d'anticipation, sur ces dystopies, lisez-les. 1984. Orwell, Meilleur des mondes, Aldous Huxley, et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et ça vous permettra d'arrêter aussi d'avoir une vision tronquée de ce qu'ils représentent. Je me permets de faire une petite précision par rapport à 1984, que tu n'apprécies pas forcément la traduction qui a été faite, la nouvelle traduction qui a été faite. J'ai pas lu la nouvelle traduction par rapport à notamment la traduction de novlangue. Oui, alors en fait, j'ai pas lu la nouvelle traduction, mais j'ai été assez surpris qu'on change le vocabulaire. De novlangue notamment, qui est quand même un des mots-clés de 1984, alors même que 1984 critique l'appauvrissement de la langue. Maintenant, je remets pas en cause le travail du traducteur qui s'est expliqué sur le sujet, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir ce genre de principe sur un roman qui traite justement aussi partiellement de cet aspect-là. Mais après, on réinterprète aussi suivant les événements qui se passent. Même Star Wars, c'était assez politique. On y voit ce qu'on veut. On peut voir Star Wars comme une guerre dans l'espace, etc. On peut aussi y voir des notions de résistance, des notions de politique, il y a un empire, etc. Et d'ailleurs, les premiers films sont beaucoup plus axés sur la dimension politique que les épisodes qui sont historiques, 4, 5, 6, qui sont vraiment la guerre en tant que telle. De toute façon, on mettra tous les liens des auteurs et autrices et des livres dont tu parles dans la description de l'épisode. Moi, j'aimerais bien faire un focus sur les femmes autrices. Tu en as cité quelques-unes déjà, parce que, outre Marie Shelley, que tout le monde connaît, est-ce que tu as des autrices ou des livres que tu pourrais nous conseiller ? Alors, il y en a beaucoup plus d'autrices de littérature d'imaginaire, alors en sachant que dans l'imaginaire, on va rattacher tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, uchronie, il y a énormément de courants, donc c'est très, très difficile de donner un périmètre limité aux littératures d'imaginaire. En plus, on a, quand on pense à l'Anomalie, par exemple, qui a eu le prix Goncourt, c'est aussi dans le spectre des littératures d'imaginaire, même si c'est un homme. Maintenant, si on parle de femmes, alors comme le podcast ne va pas durer non plus 1 heure, je vais être obligé de limiter, mais il y a beaucoup d'intervenantes à tous les niveaux qui sont intéressantes au niveau. Alors je vais commencer par une autrice qui est un peu plus ancienne, Nathalie Hennenberg et Les Dieux Verts. Pourquoi ? Parce qu'elle représente un peu ces autrices qui ont été cachées pendant longtemps d'imaginaire. Là, on parle d'un livre qui est paru en 1961, donc c'est pas très vieux non plus, mais c'est intéressant de voir que ce livre a toujours été d'abord signé Charles Hennenberg, après Charles et Nathalie Hennenberg, et que c'est qu'en 2018 que les éditions Calidor ont enfin rendu la maternité, on va dire, du roman Les Dieux Verts à Nathalie Hennenberg, et c'est la première fois qu'il est signé uniquement sous le nom de Nathalie Hennenberg. Donc il a été signé sous le nom de son mari. De son mari, puis du coup, parce qu'une femme j'imagine, une femme qui écrivait de la littérature d'imaginaire, c'était pas forcément très visible. Pas que l'imaginaire. Il y a certaines autrices françaises comme George Sand. Exactement. Après, je citerai aussi Catherine Dufour, évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'elle est capable, au travers de son œuvre, d'aller taper sur tous les terrains. Ah oui. Quand Lady Buvait avec la fantasy, Outrage et Rébellion avec la SF. L'histoire aussi. L'histoire avec, je voudrais pas écorcher le titre, mais l'histoire de France racontée à ceux qui ne l'aiment pas. Je pense aussi au guide des petites filles qui ne voulaient pas devenir princesse. Beaucoup de titres, beaucoup de chemins. Donc une autrice vraiment à découvrir. Je citerai en française Aurélie Wallenstein, qui a été prix de l'imaginaire de la 25e heure en 2020 pour Yerdam, et sa ville confinée suite à un virus. Prémonitoire. Donc très très drôle dans l'histoire, alors moins pour elle du coup parce que la sortie est passée peut-être un peu plus difficilement. En autrice anglo-saxonne, j'ai déjà cité Becky Chambers, c'est l'espace d'un an. Il faut vraiment le lire, ce roman de science-fiction. C'est vraiment c'est un huis clos en space opéra, ce qui peut paraître un peu décalé, mais tout se passe à l'intérieur du vaisseau. C'est une question de relation entre les personnes qui sont différentes, etc. C'est passionnant, c'est étrange. C'est un gros ou un petit livre ? C'est un livre, oui, c'est toujours difficile de parler de taille de livre en science-fiction, mais je dirais un 300-400 pages. Ça va, ça reste abordable. Robin Hobb, le cycle de l'Assassin Royal aussi, avec une autrice qui est maintenant connue depuis des années. Je vais aussi citer des femmes qui sont très impliquées aussi dans leur littérature d'imaginaire. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'encore une fois, il y en a tellement. Je pense à Stéphanie Nico, dont une anthologie vient de sortir, et si Napoléon, au niveau de l'Uchronie, qui est aussi chez Mnemos. D'accord.
qui est aussi responsable des Imaginales, etc. Donc voilà, Jana Deba, directrice artistique pour les Utopias, Elisabeth Van Arbourg qui a fait un travail immense au niveau du Québec pour la littérature d'imaginaire, et il y en a plein d'autres. Ça prouve en tout cas que les femmes participent activement dans ce domaine, donc c'est très bien. En 20 ans, tu as eu l'occasion de faire plusieurs interviews, tu as participé à des salons, des événements littéraires, tu as même animé des débats, des rencontres en relation avec la médiathèque du Mans. Et est-ce qu'il y en a des rencontres ou des événements qui t'ont particulièrement marqué ces dernières années? Alors la première rencontre, c'est la première interview aussi que j'ai pu donner. J'ai eu la chance de croiser la route de Bernard Lantéric. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il était à l'origine notamment des Maîtres du Pain, qui était une série qui a été adaptée en série télé pour l'été. On lui doit la Nuit des Enfants Rois, qui est connue. Il y a eu une adaptation il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc il était présent à la 25e heure du livre. Moi j'avais, qui s'appelait encore les 24 heures du livre à l'époque d'ailleurs. J'avais lu les rats, peur des rats pour être plus précis. Donc du coup quand je l'ai rencontré, je lui ai proposé de faire une interview. Donc je m'attendais à un refus. Et en fait il m'a demandé comment je voulais faire l'interview parce qu'il était là sur Le Mans, mais il était déjà bien occupé. Je lui ai dit non mais par mail. Et il m'a regardé, il a dit c'est la première fois qu'on me propose une interview par mail. Et il a dit ok. Et il a dédicacé l'Empereur des rats avec son email. Donc c'est un très bon souvenir pour moi. Première interview que j'ai donnée. La deuxième interview que je citerai qui m'a marqué, c'est celle de Robin Hobb. Donc je travaillais beaucoup à distance, donc je lui ai envoyé un mail pour lui demander si elle accepterait de le faire, en m'attendant là aussi à un refus. Et puis très aimable, elle m'a répondu dans la journée en me disant qu'elle n'avait pas le temps là parce qu'elle faisait une tournée en Chine, mais que dès son retour elle répondrait. Et elle l'a fait. Donc t'as fait une interview tout en anglais. Une interview tout en anglais, une des premières. Autre souvenir aussi, j'ai eu la chance de croiser sur une de mes premiers déplacements en tant que fantastinette sur le salon du Mans, le duo Ayordal Bordage. C'est impressionnant. Un petit clin d'œil aussi à Mélanie Fazi que j'avais croisé sur la même séquence. Donc je peux aussi parler, puisqu'on est sur le domaine des femmes, de la première rencontre qu'on a fait à Passerelle, donc un débat qu'on organisait sur Le Mans avec la médiathèque de l'Espal et Christine Rabin. Oui. On avait décidé de faire un thème sur les femmes et littérature de l'imaginaire. Pour casser un peu ce mythe d'une littérature réservée, on avait invité Catherine Dufour, Anne Guéraud, Isabelle Varange, aussi les dernières Utopiales en présentiel, où j'ai pu croiser deux monstres des littératures de l'imaginaire, Christopher Priest et Philippe Curval. Voilà, c'est plein de souvenirs. Et qu'est-ce qui me manquerait peut-être de rencontrer Stephen King, ou au moins de l'avoir en interview. C'est ça. Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce monde de l'imaginaire avec Carrie. C'est le premier livre que j'avais lu du genre. Donc c'est quoi qui t'avait attiré C'est quoi l'envie d'avoir peur ou de réfléchir? Parce que je pense aussi que les littératures de l'imaginaire, ça permet de réfléchir. Enfin, ça permet d'avoir peur, de se faire peur, mais aussi, je pense, de réfléchir, comme tu disais, une approche philosophique, politique sur la vie ou notre monde, en fait. En fait, on va retrouver dans les littératures d'imaginaire les mêmes choses que ce qu'on retrouve en cinéma. C'est-à-dire qu'on peut avoir des blockbusters, donc des films, des livres qui vont être proposés, etc., et qui vont être simplement des détentes. Puis on va avoir d'autres titres, comme pareil avec le cinéma, qui vont nous faire réfléchir. Et en fait, on va retrouver un peu de tout ça. Moi, Stephen King, c'était de la littérature loisir. Quand j'ai commencé à lire, j'étais pas forcément dans la recherche d'un quelconque message, etc. J'ai pas perçu d'ailleurs les messages qu'il y avait dans Carrie. Je pense que ma lecture serait bien différente aujourd'hui. Non, oui, je pense. Mais voilà, donc je recherchais simplement de la lecture détente, et effectivement, au fur et à mesure, on voit que ces littératures-là vont quand même nous proposer autre chose que simplement de la littérature détente. Je pense à Dead Zone. Dead Zone, qui est un vrai sujet autour de la montée en puissance. Qu'est-ce qu'on ferait si un tyran montait en puissance? Qu'est-ce qu'on ferait si on savait qu'il allait devenir un monstre, qu'il allait déclencher une guerre? Et ça revient aussi à toutes les questions qu'on a autour de et si on avait tué Hitler? C'est vrai que ça reste assez psychologique, Stephen King. Enfin, l'approche. C'est l'Amérique profonde. Oui, c'est ça, sur vraiment les gens, enfin la personne même. Alors, mettre en avant le talent de nos auteurs français, ça fait partie de tes valeurs, de tes engagements. On peut aussi te retrouver présent, donc je disais, dans des événements, et aussi dans des associations. Peux-tu nous en dire plus sur tes actions menées en parallèle de Fantastinette? Pour moi, il y a deux aspects. Là, en fait, quand on va créer des articles, un site internet, etc., on s'adresse à un public qui est malgré tout, je pense, convaincu. Je pense pas avoir beaucoup de visiteurs qui ne soient pas déjà des férus d'imaginaire, sous une forme ou une autre. Donc,
Je pense qu'il est important de continuer à faire la promotion de littérature d'imaginaire, mais pas uniquement au niveau d'Internet. C'est pour ça qu'il y a, alors je ne sais plus en quelle année, mais on avait lancé Passerelle avec Christine pour partager avec des lecteurs et des lectrices qui ne sont pas forcément intéressés par le genre. L'objectif, c'était de montrer que en fait, c'est pas une littérature de seconde zone ou autre. Donc, c'est devenu à la mode, on voit. Certaines littératures, ouais, c'est ça. mais liées au cinéma aussi, mais ça n'empêche que ça reste quand même une littérature de spécialistes par moment. Ça, c'est sûr. Et je plaisante toujours avec cet échange quand j'avais un de mes collègues qui m'a dit j'ai pensé à toi, j'ai vu un film de science-fiction, j'ai vu Harry Potter, et que je lui ai répondu mais non, en fait c'est de la fantasy. Oui. Et en fait ça rime à rien. Voilà. Et donc, c'est quoi la fantaisie pour toi? Tu peux rappeler la définition de rôle? C'est un grand débat. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête, qu'il faut qu'on arrête de différencier tous ces genres, parce que si on va par là, on va dire, et encore, je pense que certains des spécialistes vont me contredire, mais que Star Wars c'est de la science fantasy. Voilà, on va toujours jouer sur les thèmes, mais voilà, il y a une définition amusante que c'est Catherine Dufour qui me l'avait partagée, mais je pense qu'elle l'a entendu d'ailleurs, disant, prenant l'exemple d'un chat, et que si on rentre chez nous et que le chat parle, et que si on est dans un monde où les chats parlent tout le temps, on est sur de la fantasy, que si il a subi une opération, c'est de la science-fiction, et que si on sait pas pourquoi, c'est du fantastique. D'accord. Voilà. Ça donne une idée. Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont dit que la fantasy c'était n'importe quoi avec des dragons. Enfin, il y a pas mal de petites blagues comme ça qui circulent, mais en fait ça n'a pas d'importance. Le genre, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc on veut en parler avec les lecteurs, donc on avait créé Passerelle. Le moyen aussi, c'est de montrer que les lecteurs d'imaginaire sont beaucoup plus répandus que ce qu'on peut imaginer, donc je contribue très fortement à l'Observatoire de l'imaginaire, dans lequel on va partager les chiffres de la production, l'éco-presse que reçoivent les littératures d'imaginaire. C'est une association C'est pas une association, c'est un collectif, c'est un observatoire, donc il n'y a aucune structure derrière, mais tous les ans, alors sauf l'année dernière où on a dû le faire à distance, mais on rend un peu les résultats de l'étude de l'Observatoire de l'imaginaire en termes de parité, en termes de presse, en termes, sur tous ces secteurs-là. D'ailleurs, aux Utopiales. Votre live est disponible. Oui, le live est disponible de l'année dernière. Alors, on parle beaucoup de chiffres, donc ça passionnera peut-être pas tant que ça. Mais cette année, on a décidé de lancer deux grandes opérations. Donc une opération étude de lectorat, sur lequel on veut avoir un peu le retour sur les études de lecteurs d'imaginaire, comment ils lisent, où ils lisent, est-ce qu'ils lisent autre chose. Aussi, pour voir aussi comment les lectorats féminins et masculins se comportent, est-ce qu'ils ont les mêmes lectures ou pas, est-ce que c'est vrai que les femmes lisent plus de fantasy que de science-fiction. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on veut voir. Donc on a déjà beaucoup de réponses et on continue. Le sondage est clos ? Non, jusqu'à fin septembre. D'accord, donc les gens peuvent participer aussi au Exactement. sondage. On partagera aussi, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait. Alors on n'est pas des spécialistes, donc notre but c'est d'observer, pas de juger. Oui. Donc, et d'interpréter les chiffres d'une façon cohérente, qui a du sens en tout cas. Ouais, mais on veut pas les interpréter. Oui. Parce que on aura des biais. Par exemple, actuellement, on a plus de femmes qui ont répondu que d'hommes. Est-ce que ça veut dire que les femmes lisent plus que les hommes, ou est-ce que ça veut dire que les femmes répondent plus aux sondages sur Internet que les hommes, ou est-ce que ça veut dire que les hommes ont pas envie de montrer qu'ils lisent de l'imaginaire ? J'en sais rien. Je suis pas capable de le dire. Donc c'est juste qu'il y a plus de femmes qui répondent, c'est un fait, et c'est quelque chose qu'on affichera. Et on a un deuxième élément qu'on voudrait voir, pour voir si le comportement des blogueurs sites web est le même que celui de la presse généraliste. Donc on a demandé aussi une étude de blogueurs pour savoir si la proportion de production se reflète dans le nombre d'articles. C'est-à-dire que si on a 30% de femmes qui écrivent de l'imaginaire, est-ce qu'on a bien 30% des articles de blogueurs qui concernent des femmes, d'autrices ? Voilà. Et puis autrement, je fais aussi partie du prix imaginaire de la 25e heure, et je suis aussi membre du jury d'un concours de nouvelles, le Bienvenue sur Mars, qui se passe aussi dans la Sarthe. Est-ce que tu penses que tu es devenu avec les années un lecteur un peu plus exigeant ? Et est-ce que tu as senti aussi une évolution dans les thèmes abordés, globalement ? Alors, je sais pas si je suis devenu un lecteur plus exigeant. Par contre, je regarde pas les livres de la même façon. On parlait de Stephen King tout à l'heure, où je dis que j'aurais pas du tout la même lecture. C'est plutôt une question de lecture. C'est-à-dire que la façon d'aborder les sujets, la redondance des thématiques par rapport à d'autres auteurs, l'implication d'un roman dans son présent. Quand on parle de dystopie, etc., quand on parle de 1984, on était à la fin de... Oui, il y avait un contexte. Il y avait un contexte, et de remettre un peu dans le contexte. Et je vais probablement que je suis moins intéressé par des romans qui veulent simplement être des romans distrayants.
C'est-à-dire que j'aime bien être distrait par les romans, mais j'aime bien qu'ils apportent aussi quelque chose. Je me suis tourné plus vers des récits qui vont faire réfléchir, qui vont apporter un éclairage sur notre société, qui vont nous questionner sur la société, ou de ce qu'elle pourrait devenir, ou de ce qu'on voudrait pas qu'elle devienne, etc. Donc ça, c'est une réalité. Là-dessus, peut-être une réorientation des lectures. Je reste persuadé que les littératures d'imaginaire ont cette capacité à nous faire voir notre monde sous un angle différent, de nous proposer d'autres façons de voir le monde. Le danger écologique est mis en avant depuis bien longtemps par les littératures d'imaginaire, les dangers sociétaux aussi, on parlait des trois grands, Fahrenheit 451, 84 et Le meilleur des mondes, et en fait on a l'impression de découvrir ce que notre monde est, mais c'était prévisible. Et c'est même pire que ce qu'on imaginait, puisque on parlait de contrôle des populations, et on se rend compte que maintenant, c'est les populations qui s'autocontrôlent et qui donnent toutes seules leur vision. Donc, par contre, j'ai un peu peur par rapport à ce qui se profile, tout ce qui est cancel culture, dans lequel on va rejeter tout un auteur, toute une œuvre, etc., par rapport à ce qu'il fait. C'est des choses qui me font peur, cette forme de censure a posteriori, sans remettre dans le contexte historique. Je dis pas que les personnes qui sont visées par la cancel culture, je dis pas qu'elles ont fait des choses bien, mais les choses qu'elles ont faites, elles les ont faites dans un contexte, et avant de les éliminer de l'histoire, il faut se poser la question de savoir pourquoi à ce moment-là elles l'ont fait, et est-ce que ce qu'elles ont fait n'était pas mieux que si elles n'avaient rien fait. J'en sais rien, je suis pas un spécialiste, je suis pas historien, je prendrai pas la position là-dessus. Voilà. Le deuxième élément qui me fait énormément peur, c'est le trigger warning. Cette propension, alors c'est un autre mouvement sur lequel on va prévenir les gens sur la façon dont va être écrit le livre. Donc un exemple, attention, on boit de l'alcool à la page 15, le personnage boit de l'alcool, attention, si vous êtes alcoolique, ça peut vous rappeler des mauvais souvenirs. On n'a pas besoin d'être prévenu. On doit être capable, prendre un livre, lire, c'est prendre un risque. Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où quelqu'un a subi un traumatisme, par exemple comme un viol, ça peut être compliqué de lire une scène de viol décrite. Oui, peut-être. Et au moment où la scène va arriver, et c'est peut-être le moment où il faut fermer le livre. Ouais, ou passer le passage. Parce que si je pousse le vice très loin, on a des personnes qui ont, des personnes religieuses, qui ont l'homosexualité en horreur. Est-ce qu'on doit faire un trigger warning en disant qu'il y a des personnages qui sont homosexuels ? À quel moment on arrête cet élément-là ? On passe le passage, on l'a tous fait, c'est pas grave. Et aussi le fait de dire que seul, et là on parle des sensitive readers, on considère qu'un auteur qui n'a pas subi une forme de discrimination ne peut pas en parler. Et on a beaucoup d'auteurs qui sont attaqués là-dessus. Et c'est un peu... on a eu Timothy de Fombelle qui a vécu ça il n'y a pas très longtemps. On a aussi, je suis en train de chercher son nom, puisque j'en ai parlé avec lui, Ben Winters, qui a parlé de l'esclavage, mais qui est un auteur blanc. Donc, on lui a reproché... Donc on lui a reproché en disant D'accord. il peut pas s'approprier ce sujet-là parce que il l'a pas vécu, il peut pas savoir ce que c'est. Donc moi je reste... persuadé que la lecture, le roman doit être écrit par les romanciers, s'il faut avoir vécu pour pouvoir faire, ça devient compliqué, et ça reste une prise de risque. Voilà, j'arriverai pas, je vais faire le choix de ne pas lire un roman qui serait avec trigger warning. D'accord. Mais un auteur ou une autrice est capable de mettre des mots, sans l'avoir vécu, justement, c'est la magie de l'écriture. Mettre des mots là où la personne, peut-être en face, n'est pas capable de l'exprimer, et le fait de le lire peut aussi apaiser ou permettre d'y voir peut-être plus clair aussi, quelque part. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on reste sur du roman, et donc si c'est pas tout à fait juste, c'est pas si grave. Voilà, c'est pas si grave. Ouais. Et le deuxième aspect, c'est que peut-être que le fait qu'un auteur, une autrice qui n'a pas eu subi cette forme de discrimination en parle, ça va peut-être pouvoir donner la parole à d'autres par effet de bord qui n'auraient jamais eu la parole si cet auteur connu ou autrice connue ne l'avait pas fait. Mais c'est super compliqué, et j'ai beaucoup de mal avec toute cette volonté de mettre tout sous contrôle, avec des termes, les cis hétéros blancs, mâles blancs dominants, ce genre de choses qui deviennent une horreur. Oui, tu trouves qu'on met trop de catégories dans des catégories. Une petite parenthèse sur la pandémie de Covid que nous subissons tous. Avec tes lectures depuis plus de 20 ans, est-ce que selon toi, les auteurs ou autrices ont anticipé ou préparé cette crise ? J'ai beau réfléchir, je vois aucun roman qui avait prévu ça. D'ailleurs, c'est un vrai pied de nez, je pense, aux auteurs de science-fiction qui ont à peu près tout prévu, sauf ce qui s'est passé pour le coup. Oui, parce que c'est vrai que je disais, au niveau écologie, ils nous alarment depuis déjà quelques années. Contrôle de population, dégradation des conditions de travail, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été montrées par la science-fiction, qui ont été anticipées. Les grandes inventions aussi, etc. C'est assez marrant, parce qu'on parlait d'Ayordale tout à l'heure, dans Demain une oasis, on parle de tourisme spatial.
Ah oui. C'est très très drôle. Du coup, quand on le remet en position actuellement... oui, avec Jeff Bezos. Et voilà. Et paradoxalement, le titre qui me vient à l'esprit, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, d'Aurélie Wallenstein et Gerdam. On se retrouve en fait dans une ville qui est confinée parce qu'il y a un virus qui circule, et ça n'a strictement rien à voir parce que son roman a été fini d'écrire avant que le Covid arrive. Du coup, la parution est atterrie en 2020. Et c'est un vrai coup de pas de bol pour Aurélie. Puis je pense que quand on est confiné, on n'a pas envie de lire sur un livre sur le fait que les gens soient confinés. Donc malheureusement, je pense que ça n'a pas aidé. Et pourtant, je le recommande vraiment, son roman, parce qu'il est vraiment très sympa. Comment tu te projettes pour les années à venir concernant l'avenir de Fantastinet? Est-ce que tu as des motivations, des choses que tu as envie de faire évoluer? Est-ce que tu as des projets? Déjà, je me rends compte que mon action ne se limite plus au niveau du site, que déjà c'est quelque chose qui était important pour moi, donc voir comment je vais le développer dans les prochaines années. Un peu dans ta bulle juste à faire des chroniques, une vie de blogueur, quoi. Oui, j'ai pas envie d'être juste un blogueur. J'ai envie que le site, que ce soit un moyen de contribuer à la vulgarisation des littératures d'imaginaire, de les rendre plus visibles, mais aussi sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, trouver un ancrage local en écho à ce qui est fait sur le site. D'accord. Oui, c'est échanger, partager. Oui, de dire que que les littératures d'imaginaire sont des littératures qui sont aussi bien que d'autres littératures. Enfin là, j'en ai un peu marre d'entendre l'opposition littérature mainstream, littérature blanche, littérature science-fiction. Parce qu'il y en a qui passent inaperçus, qui sont mis avec les autres romans, alors qu'ils sont forcément, qui ont un côté fantasy, fantastique. Exactement, avec des auteurs qui le cachent un peu, etc. Donc ça, c'est vraiment un peu ma volonté militante autour de ces sujets-là. Il y a aussi des trucs un peu plus terre à terre. Je suis toujours pas satisfait de la charte graphique du site. Donc, ça, c'est un problème sur lequel tu te penches. C'est un problème assez récurrent. Et puis j'aimerais bien aussi développer l'équipe, de réussir à faire grossir l'équipe. On a été jusqu'à 20 par moment. On est beaucoup moins nombreux maintenant. Au tout début du site, c'est vrai que vous étiez une équipe assez large. Et voilà, et donc ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais bien réussir à développer. Donc si vous avez envie de participer en enrichissement du site au niveau des chroniques ou interviews, n'hésitez pas à vous diriger vers Alan et voir si vous voulez contribuer, en tout cas régulièrement au site. Et pour terminer, est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter? Non, merci de m'avoir invité sur Entrevoix. Pas de souci. Et puis, lisez. Continuez de lire, oui. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. À bientôt, du coup, pour une prochaine interview dans 20 ans. À bientôt. Voilà, le 5e épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. Si cet épisode spécial sur les 20 ans de Fantastinet vous a plu, s'il vous parle, s'il vous inspire, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour échanger, partager, discuter. On se retrouve bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute pour un nouvel épisode, mais en attendant, je vous souhaite de belles résonances. À très vite.